Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix, en santé là où vous êtes dans le monde. On sort d'une semaine de Ligue des Champions, encore une fois épique. Back to back, a dit Declan Rice sur les réseaux sociaux quand même. Deux fois homme du match face au Real Madrid. On s'est géré, je l'ai dit cette semaine, on est les bandits, on est les policiers, on est Interpol, mandat d'arrêt international. On a foutu les lascars au Newf. Donc voilà, Wilou, comment tu vas? Ah, ça roule, mec, tu viens de me parler de Declan Rice, ça me rappelle un truc. Le corner où Raúl Asensio genre fait faute et a penalty pour Saka. Ce corner là, Rice il le tape direct et Courtois le boxe sur la ligne de but. Et je me suis dit, mec, il manquerait plus que ça. Genre, c'est quoi la réaction de la planète foot si après avoir mis un doublé de coup franc à l'aller, au bout de 10 minutes au Bernabeu, Declan Rice met un Olympico, un corner direct. Ça aurait été juste la folie la plus absolue. Ça aurait été ouf. Et en plus, Thibaut Courtois nous a fatigués. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme d'hab, comme d'hab. Ouais, il nous a fatigués. Franchement, top performance de sa part. Malheureusement pour le Real, ils ont été éliminés. On va en profiter là. Aujourd'hui, on va discuter quand même de manière relaxée. C'est important de temps en temps de faire des autopsies. Nous sommes des médecins légistes. On est là, franchement. Voilà, nous on est là. Tu vois, c'est comme dans CSI. Dans CSI là, moi c'est le gars qui était dans la salle là, toujours à être là à découper des corps et tout ça. On dirait que il préparait un Frankenstein. Je sais pas ce qu'il faisait. C'est un peu ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Depuis que je te suis, Stan, depuis qu'on parle ensemble, j'ai l'impression d'être en train de passer des études de médecine. Tu sais, je suis à la fois psychologue, médecin légiste, chirurgien. Qu'est-ce qui m'attend? Je te dis, le football c'est un peu tout, hein. Ouais, bah le football c'est un peu tout. Toutes les disciplines. Le football c'est un peu tout. Bah là en ce moment, on est très heureux. La vie elle est sucrée. Bientôt je vais voir mon dentiste. Je vais avoir des rages de sucre si on continue à gagner comme ça. Tu vois. C'est pour dire à quel point on est dans dans toutes les sphères. On est dans toutes les sphères. Donc du coup on va parler un peu des équipes éliminées. 4 équipes éliminées à ce stade de la compétition. 4 équipes avec des destins totalement différents. Chacune a son histoire. J'ai envie qu'on commence un tout petit peu. T'as envie qu'on commence par qui? On a le Real, le Bayern, Dortmund et c'est maintenant moi qui ai oublié la 4e équipe, Aston Villa. Dis-moi, tu veux commencer par qui? Ouais, c'est intéressant. Bah écoute, le Real, franchement, mettons les deux pieds dans le plat. Il y a des choses à dire sur nos amis madrilènes quand même. Le Real Madrid se fait éliminer par Arsenal, double confrontation où le Real était, on va dire, j'ai envie de dire pour une fois, il y a le populaire et il y a la réalité. Arsenal, pour moi, dans la réalité, est favori si on parle de football. Mais dans la popularité, le Real est favori parce que le Real est toujours favori, quel que soit son adversaire en Ligue des Champions, encore plus quand c'est dans un match d'élimination directe. On vient face au Real, on les tape, ils sont éliminés. Carlo Ancelotti dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont le blâmer, mais lui, c'est pas son problème. Ancelotti, c'est une fin de cycle, je pense, au niveau de ce Real-là. Kylian Mbappé est arrivé, il est blâmé. C'est normal, c'est le football, c'est comme ça. T'es la nouvelle pièce dans l'effectif. T'es arrivé dans une équipe qui a gagné l'année passée, donc qui est championne en titre en plus. Toi, tu es censé normalement rajouter de la plus-value dans cette équipe-là, la rendre meilleure. Malheureusement, on peut pas dire que lui, individuellement, il n'a pas été bon, mais on peut dire que lui, son acclimatation dans le collectif et la manière à laquelle le collectif devait jouer n'a pas été la meilleure. On en arrive à la fin avec un Real qui, pour moi, quelle que soit l'issue de la saison, fait une saison extrêmement décevante et peut-être la pire saison sous Carlo Ancelotti jusqu'à présent. Donc, pourquoi ont-ils été éliminés? C'est une question que j'ai envie de te poser. Bah écoute, sur Messenger à mes potes, fin de match, je leur envoie. Franchement, je pense que c'est le pire Real des 10 dernières saisons. C'est une équipe qui est non seulement pas bonne dans l'absolu, mais pas du tout à la hauteur de 2025. Et franchement, la seule carte qu'ils avaient, le seul argumentaire d'ailleurs qui a été mobilisé entre les deux rencontres, c'est la folie, la magie du Bernabeu, l'irrationnel et le mysticisme de ce club, l'ADN Ligue des Champions. C'est tout. Et je pense que ça dit beaucoup de choses. C'est que quand en 2025, t'en es à reposer là-dessus, comme si c'était donné. Ça, c'est des choses qui sont pas données en Ligue des Champions. Le mysticisme du moment, il est bâti sur de la qualité footballistique fondamentale. Quand le Real Madrid renverse des rencontres extraordinaires contre le Paris Saint-Germain, contre Manchester City, ces scénarios de malades, c'est parce que c'était une bonne équipe de foot qui jouait de manière différente, qui jouait avec un style
pas tout à fait galactique, mais pas tout à fait moderne non plus. Il y avait un truc un peu vintage dans ce Real, mais il y avait beaucoup de qualité footballistique. Il y avait Kroos qui envoyait des ballons de malade mental, il y avait Benzema qui faisait le travail de pression. Je veux dire que la qualification contre le Paris Saint-Germain, une sorte de remontada madrilène au Bernabéu, elle n'existe pas sans le pressing de Benzema sur Donnarumma. Ça, c'est quelque chose d'important. Elle est où la pression contre Arsenal ? Elle est où la pression de Kylian Mbappé, de Vinicius, des offensifs stars ? Donc, le mysticisme, l'irrationnel, le Bernabéu et l'ADN Champions, c'est des choses qui arrivent en supplément d'un certain standard, d'un certain niveau de qualité footballistique et d'une certaine compatibilité aux exigences du football en 2025. Aujourd'hui, ce standard, cette base, elle n'est pas là au Real Madrid, elle n'est pas là du tout. Ça s'est vu ailleurs. Ça c'est totalement vu et c'est tellement décevant de les voir jouer en fait. Tu vois, quand tu parlais de Benzema, ça m'a amené immédiatement dans ces années du Real là. Tu te dis, ok, comment est-ce que le Real joue au football? Le Real joue depuis plusieurs années avec un Karim Benzema, que ce soit sous les années avec Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ou par la suite quand les deux ils sont partis, qui étaient vraiment au service du collectif offensivement parlant. C'est lui qui descendait, qui était là à donner des ballons par-ci, donner des ballons par-là. On a dit Benzema, c'est un faux 9, c'est un faux 10, c'est le numéro 10, on ne sait pas comment le calculer, c'est quel genre de joueur et tout. Il était extrêmement important, mais autour de lui, tu avais des gars qui couraient. Tu avais un Vini, tu avais des Rodrigo, tu avais des boys qui faisaient des efforts et tu en as parlé. Aussi au milieu de terrain, tu avais cette maîtrise avec Toni Kroos. Benzema part, Bellingham arrive. Tu as enlevé un pion, tu en as mis un autre, tu as mis Joselu sur le banc en te disant que j'ai un super sub, si j'en ai besoin de temps en temps, Joselu va m'aider. Effectivement, Joselu a été pertinent l'année passée en Ligue des Champions, on l'a vu quand il est rentré et tout ça à des moments décisifs. Mais dans le cœur du jeu, dans ton 11 de départ, tu as un Bellingham qui joue presque le même rôle que Karim Benzema. Donc du coup, on ne sait pas, c'est un faux 9, c'est un faux 10, c'est un numéro 8, il est là à se projeter, à courir partout, il marque beaucoup de buts. Autour de lui, il y a deux joueurs qui, encore une fois, sont là pour faire la différence sur les côtés, Vinicius et Rodrigo. T'amènes Kylian Mbappé et automatiquement, t'as tout cet équilibre-là qui est cassé, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je pense que si on devait s'arrêter calmement et regarder cet échec du Real Madrid-là, j'ai envie de dire déjà, c'est l'échec du recrutement. Le recrutement n'a pas été bon, il a été mal fait. Quand tu sais que tu vas perdre un joueur comme Toni Kroos, tu essaies de le remplacer, tu te débrouilles de quelles que soient les manières. En plus, Toni, il t'a averti. Toni, il a averti tout le monde depuis longtemps. C'est pas comme si Toni Kroos, il a fini l'Euro, il a perdu en quart de finale, il a mal, il dit j'arrête le football. Non, Toni, il a commencé la saison, il dit j'arrête le football à la fin de la saison. Donc du coup, toi, comment tu fais toute une année, tu gardes Modric, tu te dis je vais avoir espoir sur Ceballos, tu n'anticipes pas en fait tout cela. Moi, c'est là où j'ai un problème avec le Real. Donc pour moi, aujourd'hui, l'échec du Real est basé sur deux choses simples. La première, c'est l'intégration ratée de Kylian Mbappé. C'est un très bon joueur, mais c'est une intégration ratée. C'est dommage, mais c'est important de pouvoir s'intégrer dans une société pour pouvoir fonctionner, tu vois. Je sais pas, moi j'ai fait l'immigration, je suis arrivé dans une société qui n'est pas forcément la mienne, mais j'ai appris à m'intégrer. Je maîtrise cette société-là, je la connais socialement, ses tenants, ses aboutissants. C'est ce qui me permet de pouvoir bien fonctionner. Maintenant, c'est bien beau de dire que je parle espagnol, il n'y a pas de problème. Quand on parle avec toi, tu es là en train de nous rouler les S ou les ch'niens, les je sais pas quoi, machin, et tu nous sors l'espagnol le plus espagnol possible et tout. Mais après, sur le terrain, il y a un manque de cohérence dans l'acclimatation de Mbappé dans cet effectif-là, même si lui, il a fait sa saison. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'échec du recrutement. Ils n'ont pas de joueurs. Moi, je sais pas. Dans quel monde, Willou, en début de saison, quand les gars s'assoient et qu'ils mettent le 11 de départ, et qu'ils mettent en bas de chaque nom les joueurs qui sont là pour jouer. Mais comment tu t'es assis, toi, t'as dit je pars sur une saison avec Ferland Mendy et Fran Garcia, alors que Ferland Mendy, ça fait 5 ans on se pose des questions sur la pertinence de Ferland Mendy au Real Madrid. Puis même de sa disponibilité tout court, qui est régulièrement blessé, donc tu sais que c'est un bis au mieux, quoi. C'est grave. Mais franchement, ils ont fait que des bêtises, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je comprends pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous dit pas au Real? Moi, je ne sais pas. Est-ce que le fait d'avoir construit un nouveau stade, ça fait qu'en termes de finances, ça pouvait pas dépenser beaucoup? Moi, je ne sais pas. C'est peut-être que les spécialistes peuvent nous dire, tu vois. Donc, ouais. Je pense que le Real, là, sur le recrutement, je suis d'accord. Et c'est intéressant parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle White Angels, qui a été écrit quelques années après le recrutement de Beckham. Et c'est une analyse du Real Madrid de Florentino Pérez, R1, les premiers galactiques. Et Pérez, son idée, sa stratégie,
elle est claire. Suffisamment de joueurs stars offensifs, ça va gagner. Et ça va bien gagner en plus, ça va gagner de manière spectaculaire, ce sera beau à voir, donc les retombées économiques seront bonnes, mais même c'est sa vision du foot, tout le monde dit il faut de l'équilibre, il faut Makelele, lui il se dit non, il n'y a pas besoin de Makelele, Zidane, Figo, Beckham, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, ça nous fait gagner, et bon, voilà, c'est Galactique R1, la qualité d'ensemble, même si les noms font rêver, est assez douteuse. Là, les galactiques R2, V2, les néo-galactiques, c'est un peu la même idée. C'est de se dire, comme quand à l'époque, on enlève Makelele, on prend Beckham. Là, on enlève Toni Kroos, un profil technique évidemment très différent de Makelele, mais fondamentalement dans l'équilibre de ce Real Madrid, dans la qualité de sa structure fondamentale qui permet ensuite aux offensifs de s'exprimer. Il y a quelque chose de très similaire. Et il n'est pas remplacé. Makelele n'est pas remplacé, Kroos pas remplacé, un gros trou au milieu de terrain. Si tu cumules à ça, comme tu as dit, les problèmes de blessures derrière, mais qui étaient peut-être anticipables. C'est pas la première fois que Alaba se blesse, c'est pas la première fois qu'Eder Militao se blesse, c'est pas la première fois que Ferland Mendy se blesse, et c'est pas la première fois que Dani Carvajal se blesse. Donc forcément, à partir de ce moment-là, tu vas devoir replacer Tchouaméni. Mais Courtois se blesse effectivement. Bon, pour le coup, avec Lounine, ils ont plutôt un bon sub. Ça c'est pas trop mal. Mais du coup, la structure fondamentale, elle l'a jamais vraiment trouvé. Combien de fois la ligne de 4 et les deux de devant ont changé au Real Madrid? Combien de fois ça a été la même match après match? Le même quatuor derrière et les mêmes devant du double pivot. Tchouaméni, j'ai l'impression il a joué à toutes les positions possibles et imaginables. À droite, on a eu Lucas Vazquez, qui est pas du tout au niveau de cette position, qui dans son dos qui a souffert à chaque fois qu'il a affronté de l'adversité. Contre le Barça, ça a été un désastre. En Champions, ça a été un désastre. Très très difficile, Lucas Vazquez. Raúl Asensio, heureusement, miraculeusement, ils ont trouvé un bon défenseur central dans leur centre de formation, pourtant même assez âgé pour un gars qui sort du centre de formation, mais ok, cool. Fede Valverde, il a dû porter 3 maillots différents à chaque match, faire le travail pour 3, à la fois sur la profondeur et sur la largeur. C'était l'équilibreur des équilibrages, c'était une sorte d'acrobate footballistique extraordinaire. Mais à la fin, je suis d'accord, l'effectif, il n'est pas bâti pour le succès. C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que, du coup, le fautif, est-ce que c'est la construction d'effectifs? Est-ce que c'est l'entraîneur? Parce qu'on peut aussi se dire, moi je suis un grand fan de Carleto, donc je vais formuler une défense ici. On peut dire, avec cet effectif-là, la manière dont il est construit, peut-être que Ancelotti, c'est le meilleur homme pour en tirer quelque chose. Le gars qui murmure à l'oreille des stars, tout ce qu'on connaît de Carlo Ancelotti, pas le tacticien le plus accompli, le plus révolutionnaire, mais quelqu'un qui sait s'adapter match après match et qui tire le meilleur de ses stars offensives d'une voie lactée, d'une constellation offensive. Peut-être, je suis pas convaincu, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cet effectif actuel, si demain Xabi Alonso arrive, je sais pas ce qu'il fait non plus. Je sais pas ce qu'il fait non plus avec cet effectif où on a l'impression qu'il faut faire jouer Vinicius, Mbappé, Jude et Rodrigo. Tout ça pour dire que la situation de la construction d'effectifs, c'est une situation qui est facile pour aucun coach, je pense. Très très difficile. Je pense toutefois que c'est la fin de l'ère Carlo Ancelotti, qu'il faut reconstruire quelque chose, mais il faut à la fois changer d'entraîneur et aussi changer la manière dont l'effectif est configuré. Parce qu'il y a 2 problèmes, pas un seul problème au Real Madrid, 2 problèmes, peut-être même 3 à 4, il y en a plusieurs. En tout cas. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Effectivement, ils se sont pas gérés. Ils se sont pas gérés en termes de recrutement, en termes d'effectifs, en termes de prévision. Faut savoir prévoir en fait, tu vois. Si tu as envie de dominer, c'est aussi savoir prévoir de temps en temps, tu vois. J'ai en train de réfléchir à cela en pensant à Manchester City, en me disant City fait une saison compliquée. Peut-être même s'ils étaient passés avec un peu de chance face au Real, ils auraient été les prochains à être peut-être éliminés. Tu te dis, ouais, mais City, au contraire, ils perdent Rodri après quelques matchs de championnat.
Donc, tu perds un joueur important, tu vois. Tu peux les blâmer sur le fait de te dire que, entre guillemets, ils n'ont pas remplacé Alvarez et puis tout cela. Mais tu regardes l'évolution de la saison et tu dis à un moment donné, il allait chercher Marmouche. Donc, il a fait un move. Il a tenté quelque chose. À un moment donné, il s'est dit, c'est ma dernière carte. Je dois jouer un match de barrage de Ligue des Champions. J'ai qu'à tenter quelque chose et puis on va voir ce que ça va donner, tu vois. Il allait chercher aussi le petit Nico au milieu de terrain. C'est ce genre de réaction que j'attendais au niveau du Real Madrid cette saison, tu vois. C'est pour ça que pour moi, les supporters du Real, je pense que la plupart ont été très réalistes. Ils savaient que cette année, la baraka n'allait pas forcément être de leur côté. Tout à l'heure, tu as dit un truc très important. Le mysticisme dans le football, il se provoque. C'est ça. Tu peux pas juste venir te lever un bon matin et dire que toutes les étoiles vont s'aligner avec toi tout le temps, quoi. Tu vois, ça se provoque. Ça m'a pas rassuré quand ils étaient en train d'implorer le Bernabéu pendant une semaine entre l'aller et le retour. Si c'était ça le plan, ça semblait assez bon. Littéralement, les gars ont dit que leur seul plan, c'était de fermer le stade. Ils avaient pas d'autre plan, en fait, tu vois. Mais oui, c'est ça. Le toit du Bernabéu sera fermé ce soir. Ok, d'accord, mais ils savent pas. Personne ne leur a dit que le riz cuit mieux quand la casserole, elle est fermée. Ça, c'était du prime rice. Du prime rice, mon gars. Pas mal. Mais ça se voit que t'es vraiment un gastro-chef. Mais nous ont pas tellement fort sur les métaphores. Quand même, franchement, je te dis. Elle est belle, le rice cooker. Toi-même, tu sais, un bon rice cooker, tu mets ton riz là-bas, tout ça. Tranquille, tu te fatigues pas. Tu vois, 2 pots de riz, 2 pots et demi d'eau. Pas mal. En tout cas. C'est vrai. En plus, j'ai souvent comparé le Bernabéu à un vaisseau spatial, mais il ressemble aussi un peu à un cuiseur à riz, genre la forme un peu arrondie sur les côtés. Bon, ça ressemble à une bonne vieille casserole du bled là. Donc moi je ne respecte pas ces madrilènes là. Non, franchement ils se sont pas gérés. Moi je suis très très déçu. Leur élimination, ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Contrairement aux autres équipes, je pense que c'est l'équipe pour laquelle j'ai le moins de pitié et pour laquelle j'ai pas parce que c'est moi qui l'a éliminé, mais tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est mérité. C'est tout simplement mérité. Les autres ont des circonstances atténuantes. Il y a des choses qu'on peut dire et tout. Le Real, il y a absolument rien à dire. Ils sont venus en début de saison avec un plan, on a acheté Mbappé, on va chercher la Ligue des Champions. Mais derrière, ils ont oublié que ça prend d'autres choses, en fait, tu vois. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, ils ont pris Verstappen, ils l'ont amené chez As, tu vois, ou je sais pas, chez quel autre constructeur. Tu l'as pris du numéro 1, tu l'as amené chez le numéro 6. Ben, quoi que As, attends, s'ils se gèrent, je pense qu'ils sont 5e ou 6e au classement constructeur. Mais bref, c'est pour dire quoi. Tu peux pas prendre le meilleur et le mettre dans des conditions qui ne sont pas top. Et ça a été compliqué. Et ouais, vas-y. Non, je pense par rapport à, tu sais, on débattait de Robert Pires et son idée de le foot moderne est moins bon que le foot d'avant, etc. C'est un paradoxe parce que même lui, joueur de légende d'Arsenal et supporter d'Arsenal, il devrait aussi voir que dans l'élimination du Real Madrid par Arsenal, il y a une évolution majeure de la qualité du foot moderne. Le Real Madrid a cherché à faire la même chose en 2025 que ce qu'il faisait sur les dernières années, en un peu moins bien en plus, en perdant Kroos, en perdant un joueur de la trempe de Benzema, mais grosso modo un foot vintage. Mais le foot, année après année, après année, après année, et là on se retrouve avec un top 4 de Ligue des Champions, Flick, Arteta, Inzaghi, Luis Enrique, c'est pas pour rien. Le foot, il évolue. Si toi tu progresses pas, et encore plus si tu régresses, mais le niveau autour, il est en train de grimper. Et ce que la Ligue des Champions exige tactiquement, collectivement, sur ton projet de jeu, c'est plus exigeant que jamais, c'est plus demandant que jamais. Je crois que c'est une bonne évolution de si tu joues un foot des années 2010 en 2020, t'es puni. Non, t'es définitivement puni quand tu laisses beaucoup trop d'espace. T'es puni quand tu arrives sans plan de match. Tu es puni. En fait, tu peux pas juste venir. Quand tu presses pas. Ouais, tu peux pas juste venir et puis jouer au football au hasard, en fait. C'est ça que le Real, ils ont fait. T'as vu combien de fois Arsenal, hier, combien de fois on a vu Lewis Kelly venir à côté de Thomas Partey, prendre des ballons et puis rentrer. Combien de fois on a vu Declan Rice? En fait, les joueurs d'Arsenal, ils identifiaient l'espace. Parce que nous, on voyait l'espace. On voyait les espaces. Donc, on voyait l'espace. Et puis, et il y en avait. Oui, et tu te dis, genre, Rice, au lieu de faire la passe, il fait pas la passe, hein. Il court dans l'espace. Lui, il rentre dans l'espace et puis il vient de passer. C'est comme s'il monte un escalier. On vient de monter un palier, on monte un autre palier et on monte un autre palier. Et tout ça juste en les contournant, en fait, tu vois. T'as même pas besoin de les dribbler réellement. T'as même pas besoin de mettre forcément tes ailiers en position d'isolation en 1 contre 1, tellement eux-mêmes, ils t'ont laissé de l'espace. En fait, c'est pas normal. Il fait un changement, Carlo Ancelotti. Moi, je comprends pas. Il met Hendrick sur le côté droit. Il dit à Valverde d'aller latéral.
Après, il y a Mais Kylian déjà, Mbappé. dès la 30e minute, leur plan, c'était d'envoyer des centres dans Ouais, la je boîte. sais. Genre, il y a un moment, Valverde, il est sur le côté, il envoie un centre qui va directement en 6 mètres, qui dévisse un petit peu. Mais ils ont même pas de joueur de tête, Même le pas. Real. Mbappé, c'est pas un joueur de Kylian, tête. Si c'est ça ton et avant-centre. d'ailleurs, Kylian, la seule tête qu'il a eue sur corner, qui était une tête très bien placée. On va être très très sérieux, franchement. Je pense qu'il a eu peur du ballon. Parce qu'il a rentré le coup. Benzema, c'était un bon joueur de tête. Hein. Benzema, c'était un très pas la très même bon joueur chose. de tête. Les buts contre Chelsea de la tête, C'est là. pas la même chose. C'était autre chose. Mbappé, le ballon est venu, il a rentré le coup. J'ai dit, pourquoi tu rentres le coup? Sors ton coup, frérot. Il a rentré le coup. Tu sens qu'il était pas à l'aise. C'est pas sérieux. Non, franchement, ils ont été des 4 équipes éliminées. Je peux le dire avec beaucoup de confiance et je le dis, je pense que ça a été la plus nulle. Et ils se sont pas gérés. En fait, ils n'ont rien montré à l'aller. Tu sais, tout le monde a montré quelque chose à un moment donné. Dortmund, ils ont été bons. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Villa, ils ont été bons. C'est ça. Je pense quand même que le Real bat Dortmund, par exemple, mais je suis d'accord, Dortmund a montré des choses. Alors que le Real, Ils n'ont rien ils sont arrivés. montré. Vraiment les tocards de la classe. Donc voilà, élimination du Real en quart de finale. C'est un step de plus que dans les années 2000, quand à un moment donné, ils ont arrêté de gagner. Parce que c'était en 8e. Ouais, c'était en 8e. Ils ont fait 4 8e de finale d'affilée, là, ou 5 8e de finale d'affilée. C'était une folie. On aurait dit Arsenal. Exactement. Maintenant, c'est la roue tourne, elle a tourné. Voilà, comme dirait Franck, la roue tourne, elle a tourné. Mais par contre, genre moi, ça m'intéresse beaucoup parce que bon, il y a une fin de saison génialissime là sur un mois et demi qu'on va regarder. Mais le feuilleton de l'été, de comment est-ce que tu changes cet effectif du Real Madrid, parce que pour moi, Mbappé, c'est pas un numéro 9. Si on est sérieux, il a marqué ses buts en Liga, mais là, on l'a vu en Ligue des Champions. Déjà, un numéro 9 qui a pas de jeu de tête, qui est pas très bon sur jeu placé, et qui est pas forcément servi autrement que dans transition rapide. Quand il se déporte sur le côté, en vrai, le plus souvent, c'est pas un numéro 9. Pour moi, ça reste un ailier gauche, ce sera quand même là où il sera le meilleur. Et bah, ils sont deux pour un poste. Est-ce que un doit partir? Je sais pas comment ils vont se gérer, mais je suis d'accord avec toi déjà avant de répondre à ta question. Hier, il y a un centre de Bellingham où il harangue la foule après, machin. Et il n'y a pas de joueur. Je pense que c'est Rodrigo qui essaie de venir, mais Mbappé, il est loin. Plusieurs fois, en fait. Ouais. Mbappé, il est juste loin, en fait, tu vois. Il a même pas il a pas l'instinct du renard des surfaces, forcément, tu vois. C'est pas un renard des surfaces. C'est un joueur explosif. C'est un bon joueur, très bon joueur. Il sait dribbler rapidement, frapper et tout. Mais il a 2 défauts aujourd'hui qui, pour moi, me posent problème. C'est que je trouve que Kylian Mbappé, à l'arrêt, c'est pas le meilleur dribbleur. Donc, du coup, quand tu le mets sur le côté face à des blocs bas, de temps en temps, ça peut être compliqué quand il n'y a pas d'espace. Et deuxièmement, il n'a pas ce truc-là des Noébé, tu vois, où le ballon, il vient demi-action, comme Guirassy. Tu as vu, Guirassy, les buts qu'il met, c'est des buts de numéro 9. C'est ça, des buts de 9. Les buts de Guirassy, c'est des buts de numéro 9. Dans les 6 mètres. C'est-à-dire, c'est comme le but de Lautaro Martinez hier. C'est Kimmich, il doit dégager, il y a un machin. Dans les 6 voilà, mètres, c'est ça, en fait, un numéro 9. Mbappé n'est pas forcément cela. Donc aujourd'hui, moi, j'en arrive à la conclusion de ce que j'ai eu à lire, en tout cas ce matin dans la presse espagnole. On nous dit que, normalement, Mbappé et Bellingham restent. Vini ou Rodrigo, il y en a un des 2 qui part. Ils sont obligés d'en faire partir un, Willou. Ils n'ont pas le choix. Moi, ça fait longtemps que je milite pour Rodrigo à Arsenal. La dernière fois, on a demandé ici à quel joueur d'Arsenal? Je pense que c'est Merino. On a demandé à Mikel Merino, quel joueur du Real Madrid, machin, je sais pas quoi, il a parlé de Rodrigo. Je pense que nous tous à Arsenal, on est d'accord que Rodrigo, il vient sur le côté, Martinelli est sur le banc, tous nos problèmes, ils sont réglés. Bien sûr. Donc, moi, je pense que Rodrigo, peut-être, il pourrait partir vers pas mal de clubs. City était intéressé. City, tu leur donnes Rodrigo aujourd'hui, Jérémy Doku est sur le banc, Jack Grealish, il se barre. Donc, il y a des choses qui... Non, c'est pour dire, en fait, il y a vraiment Rodrigo, je pense que c'est un joueur qui serait utile partout. Vinicius, c'est différent parce qu'il a le caractère qui va avec. Faut pas l'enlever, en fait. Tu vois, des fois, t'es gentil, mais des fois, t'es un peu désagréable. Bon, ça fait que c'est pas tout le monde qui peut peut-être dealer avec toi, tu vois. C'est comme ça, c'est le monde, c'est comme ça qu'il marche. C'est dur, mec. Je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que, en vrai, c'est le problème qu'on avait identifié début de saison. Je me souviens, mercato estival dernier, je suis en train de parler à un chauffeur Uber et on discute mercato du Real Madrid et il me fait mais ouais, Mbappé, Vinicius, les deux ensemble, et je fais mec, franchement, je vais pas te mentir, je sais pas comment ils vont faire. Après, s'il y a bien quelqu'un qui peut trouver la solution, c'est Ancelotti, mais là moi, genre, je sais pas comment je sais pas quelle 11 je fais, je sais pas à quoi ça ressemble, et 8 mois plus tard, on n'a pas eu la réponse. On n'a pas eu la réponse. Mbappé et Vini.
Il y en a un de trop. On n'a pas eu la réponse. En plus, on avait beaucoup d'espoir, en fait, en se disant que Ancelotti va le faire. Mais nous, on faisait partie de ces sceptiques-là, en se disant, mais attends, tu peux pas prendre 4 joueurs comme ça, offensifs, avec Bellingham et tout, en sachant que nous, on a vu Bellingham à l'Euro. On a vu Bellingham avec Tourelle. On a vu que Bellingham n'avait pas cette ambition-là de vouloir jouer double pivot défensif, mais de vouloir jouer plutôt, en fait, offensif. Et c'est comme ça qu'il marque face à la Slovaquie ou je sais même plus. On a vu Bellingham l'année dernière qui marque 20 ça, buts en Liga ou un truc comme ça. Il s'est passé trop de choses que nous, on a déjà anticipé. Bon, nous voilà maintenant au mois d'avril. Que voulez-vous que je vous dise? En fait, vous faites exprès. Moi, j'ai dit que le Real, moi, de tous les 4 autres, de tous les 3 autres qui ont été éliminés, mais moi, le Real, j'ai aucune pitié pour eux parce que j'ai l'impression que vraiment, ils ont fait exprès. J'ai l'impression que vraiment, en fait, ils se sont pas donné les armes pour qu'on puisse les aider. Et il y a eu plein de red flags au courant de toute la saison. Le Barça, c'était des red flags. La campagne de Ligue des Champions, c'est ça, avec Liverpool. C'est des red flags. Il y a eu que des... AC Milan. Frère, que des red flags toute la saison. Quand ils se font taper par Reinders au Bernabeu. Je me rappelle, mais pour eux, tout a été normal, ça va, c'est le Real. Chouameni qui vient nous dire, ouais, la saison commence au mois de mars. Ah, bon, peut-être elle finit en avril aussi, des fois, de temps en temps. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est terrible parce que je pense, dans cette vidéo, forcément, il y a des supporters du Real Madrid qui vont se dire, on est anti-Real. Bon, ça, c'est notre lot, hein, de créateurs de contenu, etc. En vrai, le Real m'a aussi procuré certaines des plus grosses émotions des dernières années. Benzema qui est les remontadas de malade mental, Valverde, je le surkiffe, Jude, je le surkiffe, Carlo Ancelotti, peut-être mon entraîneur préféré de tous les temps. La réalité, une équipe qui a gagné, un club qui a gagné 15 Ligues des Champions, je sais pas si t'es méga triste quand ils sortent de la compétition. C'est cool aussi qu'il y en ait d'autres qui peuvent aller la gagner, on va pas se mentir. Mais fondamentalement, j'aimerais bien voir un Real performant. Parce que par exemple, moi, il y a un truc, toi tu dis souvent le Arsenal te doit quelque chose, moi le foot me doit quelque chose, c'est une finale de Ligue des Champions classico. J'aurais bien kiffé voir une finale de Ligue des Champions classico et j'espère on va en voir une un jour. Donc je veux que le Real retourne à un top niveau. Je suis très curieux de comment ils vont faire parce que honnêtement, changement d'entraîneur qui semble inéluctable, changement d'effectif qui semble nécessaire. Et surtout la pression, sur la carrière d'un joueur qui n'est pas un petit joueur dans l'effectif, qui, s'il finit sa carrière sans gagner la Ligue des Champions, je parle même pas du Ballon d'Or, hein, je parle même plus du Ballon d'Or, je parle juste de la Ligue des Champions en fait. C'est là, le temps avance. Tu as 4 ans de contrat, on estime 4 ans de haut niveau, il y en a une down, il en reste 3. C'est pas facile, hein. Chaque année, tout le monde va. City va revenir, Arsenal va revenir. Nous, on a un nouveau directeur sportif, hein. J'ai vu les Dean Hussein, les boys de Bournemouth, là, ils arrivent, c'est nouveau. Chacun sait ses problèmes. Le Paris Saint-Germain sans toi se porte beaucoup mieux et a construit une équipe méga compétitive. Ça fait tellement mal, ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le destin d'un homme aussi qui est relié à toute cette histoire-là. Je sais pas. Franchement, Bilou, le mieux, c'est on s'arrête là sur le Real Madrid. Il y a un moment où je me dis, Mbappé, en fait, c'est un joueur de foot de sélection. Il a quand même des qualités stratosphériques de percussion dans les grands espaces, de la qualité de son pied quand même, les finitions qu'il peut sortir, extérieur de surface. Il a une super frappe. Le but contre l'Argentine en finale, en se couchant comme ça, des gestes instinctifs de cette manière. Il a des choses de calibre élitissime, mais il est tellement pas adapté dans ce qu'il a montré sur les dernières saisons en tout cas, aux exigences tactiques du foot moderne, courir, presser. Je vois Lautaro Martinez hier comme un chien sur chaque ballon perdu. Il est moins talentueux que Mbappé, Lautaro Martinez. Il est moins talentueux, il est plus petit, il a pas la même qualité, il a pas la même qualité de percussion, évidemment. Mais en vrai, son apport dans un match, c'est ça le foot, il est beaucoup plus substantiel. Il y a beaucoup plus de matière dans un match de Lautaro Martinez que dans un match de Kylian Mbappé. Et je me dis, peut-être en équipe de France, Deschamps, peut-être dans le foot de sélection, ça marche, mais en club, en Ligue des Champions. Ah, là, il fallait faire quelque chose face à Saliba et on a vu que Saliba aller-retour sans Gabriel. Là, il a fait que des top performances à part sa petite erreur. Finalement, qu'il n'y a pas d'incidence, mais ouais, c'est ça. Ils ont été faibles et j'ai hâte de voir. Franchement, l'année prochaine, en tout cas, on les attend, mais on les attend dès cet été avec le Mercato. Real Madrid éliminé, ça t'en fait un gros de moins. Un autre gros qui a été éliminé, c'est le Bayern. De Vincent Kompany. Il tombe face à une très bonne équipe de l'Inter. Je pense que pour le Bayern, moi j'ai envie de dire que le Bayern, tu me l'as dit tout à l'heure dans la vidéo qu'on a faite ensemble où on parlait des 4 équipes qualifiées, on faisait un power ranking des meilleurs, du dernier carré de la Ligue des Champions. Tu me disais que le Bayern aurait pu se qualifier et ça aurait pas été un scandale. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le Bayern aurait pu se qualifier effectivement, mais ça aurait été un scandale si le Bayern s'était qualifié face
face à l'Inter, parce que l'Inter est venu avec une équipe top, une équipe type. Et le Bayern, malheureusement, à leur décharge, ils avaient beaucoup de blessés. Ils avaient beaucoup de joueurs importants qui n'étaient pas là. Ils ont dû ressortir. Ils ont dû dépoussiérer Thomas Müller. Ils ont dû mettre Rafael Guerreiro en 10 au match aller. On a découvert Jonas Urbig, un gardien remplaçant. Après, le Bayern a beaucoup joué avec des gardiens remplaçants sur les dernières années. Mais ouais, pas de Musiala, pas de Davies, pas d'Upamecano, pas de Manuel Neuer. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes où on connaît leur deuxième gardien, d'ailleurs. Moi, je connais Ulreich. Je connais Ulreich. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes parce que c'est vrai que c'est comme Lunin et tout. C'est des gars qui ont eu l'occasion de performer ces dernières années. Ils ont perdu, effectivement, Jamal Musiala, joueur le plus important, je pense, de cet effectif-là, qui était sur une très grosse saison. Je l'avais mis dans mon top 10 du Power Ranking du Ballon d'Or. Malheureusement, il se blesse. Il n'est pas là à l'aller et au retour. Et ça s'est vu. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est les blessures, j'ai envie de dire, un peu défensivement. Tu vois, quand tu perds un joueur comme Upamecano, malgré le fait qu'on a fait plein de blagues en disant s'il y avait des problèmes de mécanique, le joint de culasse, machin et tout, franchement, Upa, il s'est géré. Bien sûr, il a fait une bonne saison avant sa blessure. Très très bonne saison cette année sous Vincent Kompany, donc là aussi tu perds un joueur comme ça. C'est-à-dire que défensivement parlant, juste, je pense qu'il a perdu 3 titulaires en fait. Alphonso Davies, Upamecano et puis Manuel Neuer. Déjà là, et Musiala, 4. Et Jamal Musiala, tu rajoutes. Et après tu peux rajouter les retours de blessures, les Leon Goretzka qui reviennent de blessures. Tu peux rajouter qui a quasiment pas joué. Ouais. Pavlovic qui a été blessé et tout. C'est-à-dire qu'il y a eu... qui était malade pendant 2 mois. Trop de problèmes dans cette équipe-là. Trop de problèmes, en fait. Donc, pour moi, Vincent Kompany, c'est ça que je dis que... Ito aussi, qui est joué en défense centrale. En défense, et ça t'amène après à l'autre partie, c'est ceux qui ont joué. Et ceux qui ont été décevants, en fait. Et tu as envie de dire qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été très, très décevants, tu vois. Mais c'est pour ça que je mets à la décharge de Vincent Kompany pas mal de choses en me disant, c'est pas forcément mauvais. Je pense que s'ils restent devant en Bundesliga, ils ont 6 points d'avance, ils devraient le faire normalement. S'ils sont champions en Bundesliga, c'est déjà très bien pour cette équipe de Vincent Kompany-là, qu'il est en train de construire aussi, parce que voilà, ça prend du temps pour construire un effectif. Mais je pense qu'il est pas loin aussi, en se disant que s'il n'avait pas ces blessés-là, il aurait été capable de le faire. Maintenant, c'est juste que bon, il y a certains joueurs qui sont un peu décevants et il y a pas mal de changements qui vont devoir être faits au Bayern pour une meilleure saison l'année prochaine en Ligue des Champions. Parmi ces joueurs-là, je pense, moi j'ai pas compris, Leroy Sané, il a joué le match, moi je le trouve pas bon. Il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il avait été élu meilleur joueur de je ne sais pas quel mois au Bayern. J'ai dit peut-être que ils nomment des meilleurs joueurs du mois de l'année 2020 ou l'année 2021, je ne sais pas. Peut-être ils sont en retard de 4 ans, peut-être ils sont pré-Covid. Je sais pas en fait où est-ce qu'ils sont au Bayern en fait franchement, mais j'ai dit Leroy Sané n'est pas sérieux. La dernière fois ils ont joué face à Dortmund ce week-end, ils ont fait 2-2. Moi j'ai vu le match, mais heureusement que Serge Gnabry est rentré. Si Serge Gnabry ne rentre pas, le Bayern peut-être qu'il ne s'en sorte pas dans ce match-là. 3 jours plus tard, il met Gnabry sur le banc, il remet Leroy Sané, alors que Gnabry n'était pas titulaire. En fait, moi, je comprends pas. C'est qu'il y a des trucs aussi au niveau de Kompany, franchement, j'ai pas compris. Après, le truc, c'est que Gnabry, il a marqué un beau but contre Dortmund et il a rappelé pourquoi il était payé 19 millions annuels, mais c'est pas un très très bon joueur non plus cette saison. Il y a un vrai trou à gauche pour le Bayern, c'est clair. Ouais. Et sur ce mercato estival, quand tu as la chance d'avoir Kane, Musiala, Olise, qui a un niveau spectaculaire, le niveau de Michael Olise sur les 3 derniers mois, c'est vraiment dommage d'avoir gâché ça un peu via une élimination, parce que contre l'Inter, il a fait des ravages, face à Di Marco, avec l'équipe de France à la trêve internationale, on l'a vu, mais ça fait des mois et des mois et des mois que Michael Olise marche sur n'importe qui que tu mets en face de lui, et du coup, ils ont vraiment du talent. Musiala qui est extraordinaire, Kane, peut-être Kane... il marque contre l'Inter hier, mais il en gâche une grosse aussi à la fin. Parfois, il a pas été trop tueur. Même match aller contre l'Allianz Arena, effectivement, celle qui met sur le poteau là après avoir été servie encore une fois par Olise, elle doit aller au fond celle-là. Et Kane, il y a quand même un petit truc de loser sur ces matchs coup près là. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Franchement. Il y en a plusieurs qui doivent aller au fond si t'es un tueur. Il peut emmener son équipe en demi-finale de Ligue des Champions. Hier encore. Et bon, il en met un, mais il y en avait un deuxième à mettre. Bon, après, ça reste Kane. Ça reste un des 3 meilleurs neufs de la planète, pas de problème. Je prends Kane dans mon équipe tous les jours et c'est surtout à gauche qu'il y a un problème. Et après, en défense centrale, Upamecano, génial. Min Jae. Ah non, Kim, franchement, moi, Kim, je sais pas. Catastrophique. Mais Kim, pourquoi il a peur? On dirait qu'il a peur défendre. On dirait qu'il joue avec la peur.
Je comprends Franchement, pas. c'est effrayant. C'est effrayant. Je pense qu'il est vraiment en gros manque de confiance, peut-être depuis sa blessure. Mais là, depuis 2 mois, je regarde quasiment tous les matchs du Bayern. Parce que j'avais sorti une vidéo du Bayern fin février. Attention au Bayern, qui se mettait à bien jouer. Yeah, je me La rappelle. pression sous Vincent Kompany. Énorme volume offensif. Olysée en feu. Moussiala en feu. Vraiment, c'était intéressant. Je mettais dans les points négatifs Kim. Kim, c'était vraiment pas ouf déjà. Et derrière, malheureusement, les pauvres, ils ont perdu tout le monde sur blessure, ça a été l'hécatombe. Mais Kim a continué d'être à un niveau très très bas, très très bas. Et aller-retour contre l'Inter, c'est une catastrophe. Plein de matchs avant ça. Il est fautif sur... Honnêtement, tu regardes quasiment 80% des buts du Bayern depuis 2 mois. Il est dedans d'une manière ou d'une autre. Les interventions, elles sont tardives et il prend des cartons jaunes. Il perd des ballons dangereux. J'ai rarement vu un défenseur central manquer autant de confiance et être titularisé match après match après match après match quand même. Ce qui me fait dire que Kompany... Même à côté d'ailleurs, c'est pas comme si c'est pas parce qu'il a claqué un but ou quoi que ce soit, mais même lui aussi à côté, c'est pas vraiment l'assurance touriste. Tu vois, Willou, nous on est d'accord qu'ils ont relancé certains gars et tout, mais c'est toi, quand est-ce que tu t'es rappelé toi que d'ailleurs c'était un grand défenseur qui même à un moment donné, on peut dire que dans son CV à Naples, il a été très fort, tu vois. Là, peut-être que c'est compliqué, mais à côté d'ailleurs, c'est pas forcément aussi le grand défenseur des grands défenseurs. Sûr, donc je te retrouve en quart de finale de Ligue des Champions face à Bastoni, à Cherby Pavard, et ta défense centrale, c'est Minje d'ailleurs. Quand même, c'est difficile. J'ai envie de dire, c'est trop compliqué. Et puis il y a João Palhinha. Moi, il est où lui? Ouais, bah il a eu une grosse blessure, je crois, et après, effectivement, je pense que c'est un peu comme Ugarte au Paris Saint-Germain, qui a pas du tout joué. C'est un profil de milieu défensif extrêmement destructeur, qui en fait, c'est pas le profil que Kompany veut dans son milieu de terrain. Je pense qu'il préfère Kimmich, Pavlovic, joueur, technique, gros volume de possession. Et Palhinha, c'est pas ce gars-là, quoi. Donc ça marche pas de la même manière. D'ailleurs, je suis content parce qu'Arsenal était là-dessus. On était, je pense qu'avant de prendre Declan Rice et tout, il me semble, on était sur Palhinha. Il y avait d'autres clubs de première ligue qui étaient sur un boy comme Palhinha qui faisait du très bon travail à Fulham. Bon, en plus, il devait aller au Bayern l'année d'avant. Il n'est pas allé. Il a quand même forcé. Il est allé et finalement, ça marche pas très bien. Donc du coup, ouais. Du coup, voilà, tu vois, c'est peut-être un transfert qui avait été négocié l'année avant Kompany. Avant que Kompany arrive. Et en fait, il arrive et c'est un joueur qui est pas du tout adapté au style Kompany. Je pense les mercatos là récemment au Bayern, ils ont été assez compliqués. À part Michael Olysée, super bonne prise, quelques gars ici et là. Mais je me souviens par exemple à une époque l'année d'avant quand Leverkusen gagne le titre et qu'ils leur donnent Stanisic toute la saison alors qu'ils ont un gros besoin sur ce poste. Il y a des choix douteux, même de prolongation comme on sait. Quand t'as Gnabry payé 19 millions, Sané, etc. La gestion sportive, la direction sportive au Bayern, ça fait quelques années que c'est assez bancal. Yeah, en plus, ils ont manqué de chance un peu. Je lisais que même le président du Bayern avait une fracture. Le week-end passé, il s'est fracturé le tibia péroné apparemment en faisant du sport. Donc lui aussi, il s'est rajouté à la liste des gars à l'infirmerie avec les Manuel Neuer. Quand j'ai lu, j'étais bordé. T'es mauvais. T'es vraiment abonné. Je te jure, en fait, va vérifier. Le président du Bayern, il s'est cassé la jambe la semaine passée. Non, je te crois. C'est ça le problème, c'est que je te crois. J'ai dit non, mais c'est pas possible. J'ai dit vraiment. J'ai dit non, il y a rien qui se. C'est compliqué en Bavière en ce moment. Bon, au moins en championnat, je pense qu'ils vont pouvoir reprendre leur titre à Leverkusen. On va voir ce que ça va donner. Vincent Kompany, pour moi, il doit rester. Il faut qu'il continue à travailler. Ouais. Faut pas trop, comment on appelle ça, faire de conclusions hâtives après cette élimination-là. Ils ont été éliminés aussi face à une très belle équipe qui est beaucoup plus forte aussi et qui, elle, n'avait pas de blessés. Elle est venue avec son 11 type et tout. Donc, ouais, non, je pense que le Bayern... Et Kompany a été très positif d'ailleurs. Hein. Il a dit à la fin du match, il a été très positif en disant qu'on a montré de très, très belles choses. Mais voilà, il manquait quelque chose et il a parlé des blessés et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Si on était arrivé face au Real sans Saka, peut-être on n'a pas le même match. Hein. C'est sûr. Et Kompany est très apprécié apparemment du vestiaire du Bayern. Un vestiaire qui est historiquement compliqué, avec la vieille génération, les tauliers de l'époque, et les nouveaux, et ceux qui sont entre, et les internationaux, et les Allemands bavarois et tout. Pas facile, et apparemment il est vraiment apprécié de tout le monde. Je pense que c'est le bon coach, ils ont trouvé le bon coach. Et comme tu as dit, cette saison, il y a beaucoup de circonstances atténuantes et il y a beaucoup de travail à faire sur le mercato estival. Yeah. On va passer à Dortmund. On va rester en Allemagne tant qu'à y être. Ouais. Dortmund, 2 changements de coach au courant de la saison. Si j'enlève les intérimaires, je pense. Un Dortmund frileux.
saison compliquée, très difficile. En Bundesliga, ils sont pas très bons. Ils ont été lâchés dans la course au titre depuis quand même assez longtemps. En Ligue des Champions, ils ont réussi quand même à, j'ai envie de dire, continuer sur la lancée de la saison passée. Donc, phase de poule relativement correcte. Ils arrivent en quart de finale, mais malheureusement, ils arrivent au maximum, c'est-à-dire c'est le plafond en fait. C'était le plafond pour Dortmund. Je pense pas que Dortmund aurait battu, parce que des fois, tu peux tomber sur une équipe. C'est comme Liverpool. Liverpool est tombé sur Paris. Tu dis, ah, c'est dommage. Voilà. Liverpool aurait tapé n'importe qui d'autre, peut-être. Dortmund, ils sont tombés sur le Barça. C'est dommage, mais je pense qu'ils auraient tapé personne parmi les autres. Je suis d'accord. Tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis aujourd'hui que je pense qu'au niveau de Dortmund, il faut juste laisser le temps faire son boulot, laisser Niko Kovac essayer de relancer cette équipe-là. On a vu quand même des choses assez intéressantes. Un Guirassy qui a fait une superbe campagne de Ligue des Champions. Comment on appelle ça? Quelques jeunes sur le côté assez dangereux aussi, des jeunes ailiers, les Jamie Bynoe. Gittens à un moment, mais après qui a perdu sa place. Mais Duranville, j'ai beaucoup aimé son entrée. Lui encore plus jeune, très prometteur. C'est ça, qui est là depuis quand même quelques années. Duranville, ça fait au moins 2 ans qu'il est à Dortmund. Ouais, mais il est très jeune, il doit avoir genre 18 ans. Sûrement, comme sûrement, ça. sûrement. Il fait partie de ces gamins-là, il fait partie de ces gamins, de ces prospects, comme ils disent. 18 ans. En fait. Donc, ouais, une équipe quand même avec pas mal de joueurs assez intéressants. Donc, tu te dis, bon, ça reste quand même le Borussia Dortmund. Ils ont l'habitude d'être là, de quelquefois venir nous surprendre. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire, tiens, allô, bonjour. Je sais pas pourquoi Dortmund, apparemment, c'est Dortmund qui l'a Dortmund l'a attiré. Dortmund l'a attiré. Donc, yeah, non. Saison Dortmund, compliquée. le problème, c'est un peu comme, c'est un peu aussi le Bayern. Il y a des joueurs là, ils sont un peu en fin de cycle. Et la saison, par exemple, de Julian Brandt, un joueur que j'ai beaucoup aimé à une époque, mais c'est une catastrophe absolue sa saison. Il est vraiment peut-être le pire joueur de l'effectif cette année. J'ai désactivé le clavier juste à tenter. Il s'est posé sur le clavier, il s'est allongé sur le clavier. C'est joué à une fraction de seconde pour que tout saute. soit interrompu. Ouf. Mais ouais, par exemple, l'ami Julian Brandt, saison on de voit pas Tokar, du tout. Ouais. Il y en a qui ont un peu souffert, qui ont tiré un petit peu la langue sur la fin. Je pense en défense centrale. Nico Schlotterbeck, extraordinaire saison. Lui, c'est un top joueur. C'est tellement dommage qu'il l'ait perdu. Ils ont vécu un petit peu leur gros problème, comme le Bayern avec l'épidémie de blessures, mais concentré en la blessure de Nico Schlotterbeck, qui est un gros souci pour eux. Mais par exemple, Waldemar Anton, j'ai pas beaucoup aimé. À chaque fois que j'ai vu, je l'ai trouvé assez fébrile. Il n'y a pas que le fait qu'il a failli marquer un but contre son camp extraordinaire, mais il en avait marqué un en plus contre son ancien club Stuttgart en Bundesliga. En mode, il s'est trompé de but. Régulièrement, je le trouve un peu bancal. Et ouais, je pense que cette équipe, elle a aussi besoin de pas mal de changements. La réalité, c'est que Dortmund, la direction sportive, quand même, elle a été très bâtie sur les dernières années sur avoir des superstars jeunes et après les revendre beaucoup plus cher. C'est quand même un club qui, sur les dernières années, a eu Sancho, Haaland, Bellingham, des top prospects mondiaux. Et là, cette année, on a eu un petit moment Gittens. Il y a des joueurs jeunes. Adeyemi, il a que 23 ans. Duranville, mais il a peu joué. Ouais, mais on est plus sur une... Kiel-Vatien, apparemment, est pas mal. Mais voilà, il n'y a pas eu de Bellingham, Haaland ou Sancho. Ce que tu dis est pertinent. Effectivement, on n'est plus sur une génération de petits qui viennent, qui font 2 ans et qui partent. C'est que là, en fait, tes jeunes là, ça fait longtemps qu'ils commencent à être là, en fait. Et dans une optique de travail chez Dortmund, normalement, ils devaient déjà être partis. Donc, Adeyemi, ça fait 2 ans, il doit aller au Barça. Ou je sais pas où. À un moment donné, on en parlait à gauche, à droite et tout. Les années passent, il va rester là-bas, en fait. Tu vois, plus les années passent, plus il devient inconstant, en fait. Plus on se dit, mais attends, le boy, est-ce que réellement, c'est le boy qui peut être capable, durant toute une saison, de mettre feu et flamme? Est-ce qu'il peut tenir physiquement? Est-ce qu'il y a des matchs où tu vas pas le perdre de temps en temps? L'année passée, on l'a vu. Le boy, en Ligue des Champions, je pense que c'est en demi-finale, excellent face au Paris Saint-Germain. Il arrive en finale et on le voit un peu moins, tu vois. Alors qu'on comptait vraiment sur son explosivité, sur pas mal de choses. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, effectivement. Est-ce qu'ils ne sont pas sur juste une des générations les moins fortes qu'ils ont eues durant ces dernières années? Ouais, parce que
Pour Effectivement. une équipe qui a eu ils ont sorti ici des Gundogan, des machins, même leur coach, même Nouri Saïd, même faisait partie d'une bonne génération, tu vois. Donc c'est pour dire que dans le temps, déjà chaque année effectivement, il y avait ces jeunes joueurs là et c'est ce que nous on a eu l'occasion de voir sous, comment on appelle ça, sous Jürgen Klopp, avec les Aubameyang même dans le temps et puis tout cela. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis peut-être d'accord avec toi. Peut-être c'est un de ces gros problèmes là. Malheureusement, ils sont aussi tombés face à le favori peut-être de cette Ligue des Champions. Mais c'était pas une des 8 meilleures équipes d'Europe cette saison, même pas dans le Non, top ils ont 15, eu de la chance. Ils ont joué contre ouais. qui le tour d'avant pour arriver ici, Dortmund déjà? Je sais même pas contre qui ils ont joué. Ils ont éliminé Lille. Ils ne devaient même pas passer face à Lille. C'est vrai. Même face à Lille, ils ne devaient pas passer déjà. C'est vrai. Effectivement, ils ne devaient même pas passer. Ils ont eu un peu de chance, j'ai envie de dire, au match retour. Donc, voilà. Il reste une équipe? Les Villans. Yeah, Aston Villa. Bah, Aston Villa, écoute. Moi, je suis déçu. Personnellement, je suis déçu. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Parce qu'autant je voulais que Villa y passe. Parce que je me disais, ouais, pour la première ligue, c'est bien. Autant je veux que Manchester United il soit éliminé. J'ai pas de... Ça dépend, genre... Je suis content que tu souhaites l'élimination de Manchester United dans 3 heures. Non, j'ai vraiment j'ai un amour à géométrie variable par rapport à l'Angleterre, en fait, dépendamment de là où je suis situé géographiquement. Aston Villa, je pense que ça s'est joué lors du match aller. Je pense, hein, c'est un peu dommage. Mais c'est aussi le niveau d'Aston Villa cette année. Si on prend les choses objectivement de manière froide, je pense que Emery et son équipe, ils font du bon travail. Mais je pense que de l'autre côté, Luis Enrique, il est sur un projet sur lequel il travaille depuis 2 ans. Il a maintenant atteint presque sa vitesse de croisière et ça s'est vu, tu vois. Top performance de la part du Paris Saint-Germain au match aller. Villa, ils défendent. C'est décevant. Au match retour, ils jouent mieux. Ils mettent l'intensité qu'on veut. T'as McGinn qui est là à bouger les gars à gauche et à droite. T'avais besoin de cela. C'est sur ça que se base un peu le football anglais de temps en temps. Ça se base sur beaucoup de force. C'est pour ça qu'on disait à Paris, attention, Anfield, l'ambiance, machin, tu vois, parce que c'est sur ça que les gars, ils vont se nourrir pour essayer de te fatiguer. Ouais. Malheureusement, le faire une fois, avec en plus de ça le fait que Watkins n'était pas forcément là, donc t'as pas forcément ce buteur là, donc tu peux pas concrétiser au match retour quand il le faut, parce que moi je reste convaincu et je suis en train de revoir le truc, mais Villa à un moment donné au match retour, en 15 minutes ils peuvent mettre 3 buts. Genre, ils peuvent littéralement tuer le match 5-1, j'ai dit. Calmement, ils peuvent tuer le 5-2, pardon, ou 4-2. Ils peuvent tuer... La tête de Tielemans, le face-à-face d'Asensio. La tête ratée de Konsa sur le centre. Oui, c'est ça. Ouais. La frappe de Rashford, l'arrêt de Donnarumma. Tu te dis, en fait, il suffit qu'il y en ait 2 qui passent et c'est terminé. Donc, ils sont passés à rien du tout. C'est dommage. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir en Ligue des Champions. Ça risque d'être compliqué parce qu'ils sont 7e en ce moment. Même Pacho qui repousse sur sa ligne dans le temps additionnel. Ça aussi, tu vois. Sur la frappe de Madsen. Ouais. C'est pour dire, non, franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Ils étaient pas loin. Hein. Non. Ils étaient pas loin et c'est ça la folie de la première ligue, c'est qu'actuellement ils sont 7e, donc ils vont sans doute pas se qualifier la saison prochaine, en ayant été à ça du dernier carré. Et surtout que devant la course est compliquée. Newcastle a gagné, ça n'intéresse personne. Hein. Il y avait Ligue des Champions, ça n'intéressait personne. 5-0 contre Crystal Palace, si, bien sûr. Parce que moi, ça fait 2 mois, je regarde devant moi. Maintenant, je dois regarder derrière moi. Il reste 6 matchs. Je suis concentré en Ligue des Champions. Et à Newcastle, ils sont à 4 points d'Arsenal, frère. Je te dis, ils sont à 4 ou 5 points d'Arsenal. Sur un malentendu, Newcastle finit 2e du championnat. C'est pour dire à quel point cette première ligue-là, en ce moment, elle est très chaude. City, Aston Villa, comment il s'appelle encore une fois? Il y a qui d'autre là-bas? Il y a Chelsea. Tout le monde se bat pour la 2e. Bon, la 2e, je pense qu'Arsenal, ça devrait aller, mais quand même, on ne sait jamais. Mais 2, 3, 4, 5. Il y a 4 places pour cette équipe. Ça promet. Le calendrier de fin de saison de Newcastle, tu as déjà samedi Aston Villa Newcastle. Ça tient. Very good. On a Newcastle-Chelsea le 10 mai, 36e journée, et Arsenal-Newcastle, 37e journée. Very good. Voilà, c'est ça. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Et Arsenal joue Liverpool avant. Bon, Liverpool, ils seront déjà champions, mais on ne sait jamais. D'un coup, que Arteta fait tourner parce qu'il s'en fout, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Il y a aussi les matchs de Ligue des Champions qui sont le 26 avril et le 6 mai, je pense. Donc, c'est compliqué en cette fin de saison. Bonne chance à Unai Emery et à Aston Villa. J'espère qu'ils vont pouvoir retrouver la Champions League. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais d'un autre côté, il leur a manqué
manquait juste quelque chose. Tu sais quoi, Wilou? Je pense que si Aston Villa ne fait pas l'erreur, parce que l'argent, c'est normal. Hein. Moi, je pense que si on m'avait proposé ça aussi, je serais parti, hein, franchement. Si si Duran ne part pas, parce que dans un c'est moment, vrai, Watkins, mais c'est aussi avec l'argent de Duran qui prennent Asensio, C'est qui vrai, prennent c'est vrai, Rashford, mercato hivernal, qui prennent Andrés vrai. Garcia. Bon, après, il n'a pas joué en Champions, c'était pas qualifié. C'est vrai. Ils font quand même, ils réinvestissent rapidement aussi pour aller chercher pas mal de prêts, pouvoir payer des salaires derrière et puis tout cela. Donc, je sais pas. Ouais. Même sur la confrontation avec Paris, Rashford, il a fait mal quand même. Ouais, il a au été un peu retour. pertinent. Il a été un peu pertinent. Ouais, la passe décisive pour Konsa, là, par exemple, après avoir dribblé Vitinha et Fabien Ruiz, là, sur le corner. Pas mal. Donc, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ils étaient pas loin, franchement, à Villa Park. La forteresse de Villa Park, le retour à Villa Park, Birmingham. Ah, ils ont tout fait, hein. Ils ont même appelé le prince, chaud. ils ont tout fait. Miskin, franchement, ça ne servait à rien. Le prince, il était là. Aller-retour, il était là. Sincèrement, aller-retour. Lui, je ne l'ai jamais vu à l'Emirates, lui. Lui, il a choisi son camp. Hein. C'est un gars de Aston Villa, lui. Ah, mais il est supporter d'Aston Villa depuis la tendre d'enfance. Non, mais c'est vrai. Nice. En tout cas, bah écoute, on va voir. Mais ouais, j'ai hâte de voir la saison prochaine aussi, l'évolution à Aston Villa. J'ai hâte de voir ce qu'Aston Villa va faire comme Newcastle. C'est une question que je me suis posée la dernière fois. Newcastle fait top saison, campagne Ligue des Champions, saison nulle en campagne de Ligue des Champions. L'année d'après, ils sont deuxième ou troisième. Donc, tu vois ce truc où tu te rends compte finalement, où à un moment donné, l'année passée, on se demandait est-ce qu'on devait virer Eddie Howe. Tu sais ce qu'il faut virer Eddie Howe et Jason Tindall. Sans doute les mêmes qui voulaient virer Mikel Arteta. T'as vu, non? Donc j'étais comme non, doucement follé, c'est les gars quand même là. Et là, finalement, ça se voit que on va voir comment ils vont gérer leur mercato eux aussi. C'est intéressant. Mais Villa, je me demande comment Unai Emery il va faire après cette élimination là. Je pense qu'il a goûté à quelque chose de différent que l'Europa League là. Lui, il a l'habitude de l'Europa League. Là, il a goûté. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait jouer la musique de l'Europa League. Je pense que c'est Unai Emery qui leur a donné le CD qu'ils ont mis. Et donc on va voir l'année prochaine s'ils vont être capables de revenir en Ligue des Champions et aussi dans le côté mercato, comment ils vont se gérer. Ouais. Tu sais, le gros problème de la Ligue des Champions l'an prochain, c'est qu'il va y avoir... On arrive. Hein. On arrive, nous. J'ai vu en championnat, c'est incroyable. J'ai dit, c'est normal. Et en plus, le vainqueur de l'Europa League gagne... C'est sur ça que contre Manchester United, ils ont dit. Moi, je sais. C'est ça. Eux, il n'y a pas trop le choix. Pourquoi ils veulent aller là-bas? Car tu n'as pas le niveau de la Première Ligue, première partie du tableau. Tu n'as pas le niveau de la Première Ligue, deuxième partie du tableau. Toi, tu veux aller dans la Champions League. Et ils n'ont pas non plus le niveau demi-finale d'Europa et on leur montre dans 3 heures. Allez. S'il vous plaît, montrez-leur qu'ils ont le niveau Conference League. Voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, au moins où vous regardez cette vidéo, peut-être Lyon est qualifié, peut-être ils sont éliminés, mais intérieurement, franchement, je souhaite à Lyon et à mon gars Moussa Niakate de se qualifier en demi-finale. Ce serait trop top. Franchement, ce serait cool. Vamos. La famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste toujours en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.